Peux-tu nous parler de ton parcours? J'ai commencé par le métier de tailleur de pierre sur les monuments parisiens en restauration des monuments historiques. Donc le Pont-Neuf, la basilique Saint-Denis en haut de Paris, Notre-Dame. Puis après ça, je suis parti dans l'Isère chez un maître compagnon apprendre le métier de A à Z. Et après, je suis remonté à Paris et je rêvais de faire les Beaux-Arts de Paris. Et j'ai réussi à rentrer aux Beaux-Arts dans le département sculpture, où là j'ai appris énormément de choses. Bien évidemment l'anatomie, la morphologie, le peu d'académie qui restait encore aux Beaux-Arts de Paris, et puis le passage à la photographie, au cinéma, et puis d'essayer de faire ces passerelles entre tradition et cinématographie. Donc peinture, sculpture, dessin, perspective, pratique de la couleur aussi avec des cours de peinture à l'huile. Et tout ça, j'ai essayé de me nourrir en fait, d'aller chercher vers l'autre, d'aller vers l'autre et de continuer à me nourrir de ces académies. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont Bruno Lebel, qui était un architecte, où avec ce professeur, j'ai appris à utiliser les matériaux nouveaux, à lier les matériaux traditionnels et les matériaux nouveaux, les résines. La deuxième personne en fait, qui m'a vraiment le plus nourri, que ce soit aux Beaux-Arts de Paris et puis après, c'était Jean-François Dufaux. Jean-François Dufaux était un sculpteur qui a travaillé avec César pendant près de 25 ans et qui a en fait été là pour nous ouvrir les yeux en fait. Nous ouvrir les yeux, c'est aussi nous ouvrir le cœur à ce que les autres ont fait avant nous. Et il nous faisait des balades sur Paris, visiter plein de musées pour nous ouvrir vraiment à la culture en général, de rester en extase devant un tableau et de travailler et de construire un peu et de chercher à la construction du tableau au musée d'Orsay, et jusqu'à aller au Père-Lachaise et de visiter toutes les tombes et toute la statuaire du 19e qui nous est proposée dans les cimetières. On s'est accroché à lui, on s'est accroché à Jean-François et puis on a continué à faire notre parcours. Et voilà, et en 4e année aux Beaux-Arts de Paris, je me posais plein de questions. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour mon diplôme de fin d'études en 5e année? Moi, ce que j'ai décidé, c'est d'essayer de construire des passerelles entre les fondamentaux et le 7e art. J'en suis arrivé à essayer de donner des cours à des copains de dessin, d'anatomie, de sculpture. Et arrivé à un moment, je me suis retrouvé avec un programme pédagogique dans les mains. Et j'ai proposé aux Beaux-Arts de passer mon diplôme des Beaux-Arts en créant l'école Georges Méliès. C'est quoi un artisan de l'image? C'est quelqu'un qui est en mesure de fabriquer des images, bien sûr, en mouvement, mais de travailler surtout sur toute la chaîne de fabrication d'un film d'animation, quelles que soient les techniques et quelles que soient les étapes. De l'animation 2D traditionnelle, 24 dessins pour une seconde d'animation, de la stop motion, image par image, comme voilà c'est gros mythe, de l'animation 3D, de la prise de vue réelle avec des vraies caméras, des effets visuels et de la motion capture. Ce sont des techniques qui nous permettent de nous exprimer, de raconter des histoires. Mais il est très important en fait que l'école Georges Méliès, elle, suive chaque jeune pour ce qu'il a envie de faire. Donc en fait, il n'est pas obligé de le savoir en rentrant dans l'école. C'est pour ça qu'on les appelle des artisans de l'image, et ils se cherchent tout au long du cursus, et ils mettent en avant à la fin du cursus, ou un peu avant, sur leur film de fin d'études, sur leur projet de fin d'études, l'étape qui les a plus intéressés. Donc au-delà des techniques, après c'est une question d'étapes de fabrication, et chaque étudiant est capable de travailler sur toutes les étapes de fabrication, ainsi que toutes les techniques, et c'est ça qui fait la force de chaque jeune. C'est pour ça qu'on les appelle des artisans de l'image. Mon plus beau souvenir, les plus beaux souvenirs, c'est ce qui nous a effectivement construit, parce que c'est comme des paliers en fait les souvenirs. Le plus beau souvenir de ma vie, c'est le jour où Jean-François Dufaux, mon prof de sculpture donc aux Beaux-Arts de Paris, m'a dit « Ok, je participe avec toi à la construction de cette école et je viens enseigner à tes étudiants. » Donc ça, c'est un beau souvenir. Puis j'en ai un autre, c'est le jour où, il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais un plus précisément, Yvan Niabro, qui m'a dit en tant qu'ancien étudiant, il sortait de la première promo de l'école, et un jour, il m'appelle, il était à Los Angeles, et il me dit j'ai réalisé mon rêve, je travaille dans un des plus gros studios dans lequel je voulais travailler, je voulais t'appeler à toi en premier, ils viennent de m'accepter. Donc ça s'est reproduit bien évidemment depuis, mais Yvan Niabro l'avait fait d'une certaine manière et qui restera gravé à jamais dans mon cœur. Un conseil pour les jeunes, c'est bien évidemment de rester toujours et toujours en pleine curiosité, de se mettre en mouvement et en rythme et de se remettre au rythme de la nature. Quoi de mieux que de reproduire cette nature, de par le dessin, de par la sculpture, de par la peinture et de la reproduire. On vit dans un monde qui est très en accéléré aujourd'hui. Et je pense que c'est très nocif aux jeunes de se laisser dicter leur rythme de vie par la technologie.
Je dis ça alors qu'on forme à des technologies dans l'école qui ont une dimension très prenante. Mais on leur apprend aussi en parallèle de ces technologies à reproduire le vivant, c'est-à-dire ces fameuses académies qu'on enseignait au 19e, qu'on continue à enseigner beaucoup moins aujourd'hui, mais à Méliès, on s'attarde vraiment à leur donner ce bon socle traditionnel. Et je pense que ces fondamentaux les amènent à retrouver un rythme. Donc un rythme de curiosité par rapport au vivant, qui rentre en miroir avec eux, en correspondance avec eux, et qui les amène à se calmer en fait, et à revenir à des rythmes plus doux, quoi. Voilà, plus en harmonie avec la nature et leur intimité. Mon film préféré, alors mon film préféré, j'en ai plusieurs. La vie est belle de Roberto Benigni, c'est en fait une douce alchimie entre un père et son fils. En fait, la question que tout père se pose, c'est comment élever son enfant le mieux possible. Sauf que là, en fait, Roberto Benigni le met dans un contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve que cette dramaturgie qui est posée et ce drame des abyssaux de l'humanité qui est utilisé à ce moment-là dans le film et dans ce qu'il veut raconter Roberto Benigni, ça nous montre qu'on peut toujours garder la joie pour s'en sortir, tout en passant un moment extraordinaire, parce que c'est une cinématographie qui est très poétique et qui est encore une fois dans un rythme visible par tous, et pas en accéléré comme on peut voir les films aujourd'hui. Le deuxième film, c'est en cinéma d'animation, en film d'animation. C'est une technique donc dessinée, celle-ci. C'est celle de Miyazaki et de Takahata. C'est Le Tombeau des Lucioles, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma et qui m'a fait rencontrer le cinéma d'animation un peu plus profondément. Ce propos donné par Takahata et ce discours qu'il nous donne en fait dans la poésie qu'il met en place dans sa narration et qui prend des respirations énormes, encore plus grandes que dans La vie est belle de Roberto Benigni. Cette façon qu'il a de positionner, en fait, encore une fois dans une guerre, la même, deux petits-enfants, un frère et sa sœur, dans un monde qui est en péril, qui est la guerre, encore une fois, mais oui, il amène sa petite sœur à revenir à l'essentiel de la vie, c'est-à-dire trouver à manger, se loger, pouvoir se laver, des choses qui nous ramènent les pieds sur terre. Voilà. Donc toutes les cinématographies qui m'intéressent et qui me nourrissent, ce sont ces cinématographies qui vont nous faire nous revenir en fait à la vie, à la réelle vie, à poser en fait nos bagages et à nous dire bon, on arrête d'accélérer, on arrête d'avoir les téléphones portables à la main, on arrête de se bouffer du film, mais on les déguste ces films, on les digère. On essaie de les comprendre, on essaie de comprendre la curiosité du réalisateur ou du chef décorateur ou du directeur d'animation ou de l'animateur en question qui a animé la séquence. Et puis, on communique avec les autres. Et de là, ça force le spectateur à créer son propre musée imaginaire, sa propre, comme disait Malraux, en fait, sa propre nourriture. Hein. Tout ce qu'on aime, tout ce qui nous a émus, tout ce qui nous a touchés, construit en fait en nous un musée imaginaire. Et ce musée imaginaire amène sur un chemin de curiosité pérenne tout au long de notre vie. Et en fait, on ne s'arrête jamais d'être curieux, en tout cas encore plus pour ceux qui veulent faire ce genre de métier. Mais je pense que là, il y a quelque chose à se construire avec cette petite appellation du musée imaginaire de Malraux. Voilà.